Aujourd'hui, dans Leverage, je reçois un entrepreneur qui a construit en moins de 2 décennies l'un des groupes les plus puissants de la gestion de patrimoine en France. Olivier Farouz, un bâtisseur, un meneur d'hommes et surtout un fin stratège de la croissance. Parti du courtage dans les années 90, il crée rapidement ses premières structures avant de construire le groupe Premium, aujourd'hui un acteur majeur du courtage, de la gestion d'actifs et du conseil patrimonial qui franchit en début d'année le cap des 20 milliards d'euros d'encours sous gestion. Sa particularité ? Savoir faire grandir des entreprises sans détruire leur ADN et en misant avant tout sur l'humain. Pour accélérer cette trajectoire, il s'entoure des plus grands fonds d'investissement internationaux. Montefiore, Eurazeo, Blackstone et transforme le groupe Premium en véritable consolidateur du marché. Croissance organique, acquisition, structuration, Olivier Farouz connaît les coulisses du build-up comme peu d'entrepreneurs en France. Avec lui, on va parler de croissance externe, de ce qu'il faut vraiment pour construire un groupe qui dure et surtout de comment identifier son véritable effet de levier. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Leverage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et merci de nous soutenir. Aujourd'hui, on fait un épisode assez spécial où on va faire un focus sur le LBO, Leverage Buyout. On nous a toujours appris à générer, rechercher du cash et à le sécuriser. Mais ceux qui deviennent vraiment riches font exactement l'inverse. Ils utilisent de la dette, ils raisonnent en EBITDA et surtout, ils acceptent de se reluer pour contrôler beaucoup plus grand qu'eux. Aujourd'hui, on va parler de la vraie mécanique d'enrichissement. Pas celle des gourous, pas celle des vendeurs de rêves, mais celle des bâtisseurs de groupes. Et pour ça, j'accueille quelqu'un qui a fait du levier une stratégie et qui a fait de la dette un véritable outil. Aujourd'hui, on reçoit le grand Olivier Farouz. Olivier, bonjour. Bonjour Anaïs. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci à toi. Merci d'être là. Alors, donc, comme tu l'as compris, on va donc parler de LBO. Est-ce que, Olivier, tu peux nous expliquer en une phrase, comme si on s'adressait à un collégien, qu'est-ce que c'est que le LBO ? Le LBO, c'est d'abord, je crois que c'est une association de compétences. Alors tout le monde perçoit les fonds d'investissement comme les grands méchants loups qui viennent. C'est à la fois complètement has-been comme vision des choses et c'est exactement l'inverse. En fait, les fonds d'investissement, tu y trouves un petit peu ce que tu as envie d'y trouver. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui sont moins communicatifs, qui ont moins besoin de se challenger, dont je ne fais pas partie, et qui vont les solliciter moyennement. Et puis, il y a des chefs d'entreprise dont je fais partie. Moi, j'adore être challengé, même quand je suis convaincu d'avoir une bonne idée ou j'aime en discuter. Je suis quelqu'un de très communicatif avec mes fonds. On se téléphone quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Et en fait, les fonds d'investissement, ça permet beaucoup de projets, mais ça permet surtout, c'est un catalyseur en fait. Ça permet d'aller plus vite, plus loin, et puis d'avoir des personnes structurées, qui donne accès aussi à du M&A, donc ça permet de grossir, de faire des croissances externes. Bon, nous, pour être très clair, ça a totalement changé notre vie. Je crois que mon premier deal, c'était avec Montefiore Investment en 2018. Il y a eu ensuite Eurazeo en 2021, puis Blackstone en 2023. Depuis 2018, la physionomie du groupe Premium a Totalement changé. Totalement changé, ouais. Alors, on va se faire une petite promesse, on va se dire que pendant cet épisode, l'auditeur, à la fin de l'épisode, il est capable de comprendre l'intérêt de faire un LBO, il a envie de faire comme toi, il a envie d'accélérer. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Je crois que ce n'est pas avec un épisode qu'on réussit à donner l'envie. Je crois que l'envie, elle vient naturellement. Il faut, un fonds d'investissement, ce n'est pas non plus un coup de baguette magique. À un moment, l'impulsion du chef d'entreprise ou des chefs d'entreprise, du groupe en général, doit être très forte. Nous, il y avait une motivation absolument hors norme. Ce qui a changé complètement la donne, ce n'est pas seulement l'entrée des fonds d'investissement,
c'est aussi le partage de la valeur, l'accès au capital par l'ensemble des forces vives de l'entreprise, ce qui a créé une motivation hors norme. Donc, il y a une combinaison de facteurs. Mais, juste pour revenir au sujet de départ, je crois que l'envie, elle doit être instinctive et naturelle. Elle doit être absolument naturelle. Je pense tu as complètement raison là-dessus. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont cette envie. C'est quand même un peu le propre de l'entrepreneur. Alors, tous ne l'ont pas, mais beaucoup l'ont. Mais parfois, ont quand même un petit peu le plafond de verre au-dessus de la tête ou n'arrivent pas à trouver les rouages ou n'arrivent pas à s'adresser aux bonnes personnes ou n'ont peut-être pas les bons process, les bons mécanismes. Toi, avant d'avoir, tu as toujours eu cette motivation et cette ambition hors norme, comme tu dis, mais avant de rentrer dans ce process, de faire rentrer les fonds, etc., quel était ton vrai métier? Qu'est-ce que tu faisais réellement? D'ailleurs, à cette époque-là, on se connaissait déjà. Comment est-ce que tu as commencé? Moi, j'ai commencé au tout départ comme commercial. Moi, je viens du monde de la vente, du monde de la distribution. Ce qui m'a permis d'avoir une vision assez terre à terre de la relation client, de l'entreprise. Et puis finalement, c'est assez sain. Moi, je me disais systématiquement qui sont les personnes les plus importantes de l'entreprise. Alors tout le monde s'imagine le président, le DG, je ne sais pas quoi. Non, moi, les personnes les plus importantes de l'entreprise, c'est le commercial et client surtout. Et nous, on est là pour favoriser cette rencontre, pour essayer d'optimiser plutôt cette rencontre et trouver tous les ingrédients qui permettent que cette rencontre se déroule le mieux possible. Donc moi, je viens de ce monde-là. J'ai compris assez rapidement qu'il fallait qu'il n'y ait pas deux mondes dans l'entreprise, le monde commercial et la partie support. Je pense qu'il fallait que tout le monde vive ensemble et que ça s'entremêle et qu'on ait des intérêts partagés, compris et communs. Je crois que ça a été évidemment aussi un tournant. Il ne faut jamais mettre en opposition les services support du monde commercial, de la force de vente. Derrière, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses aussi quand tu disais tu as toujours été motivé, c'est pas vrai. J'ai pas toujours été motivé. Il y a des choses qui m'ont fortement démotivé, qui m'ont même fait douter, très fortement même, sur mon métier, bon, c'est comme ça, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. C'est cyclique. Oui, évidemment qu'il y avait au fond une motivation importante. Mais je pense qu'il y a eu une libération des énergies très claire. À un moment donné, en 2018 en l'occurrence, il y a eu une libération des énergies. Toutes les planètes se sont alignées. Il se trouve que c'est au moment où le premier fonds d'investissement est rentré, où là j'ai pu appliquer un petit peu ce que j'avais en tête depuis longtemps, c'est faire participer, encore une fois, l'ensemble des forces vives de l'entreprise au capital. Moi, j'estime que la réussite d'un groupe, d'une société, ce n'est pas la réussite de 2, 3 ou 5 personnes. Bien sûr. C'est la réussite de l'ensemble des forces vives. Donc, mais ça, justement, à quel moment tu te rends compte que tu étais en train de construire une boîte, une magnifique société, que je connaissais très bien, et bim, tu as switché, et tu t'es dit, je vais construire un groupe. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, comment ça Il y a s'est eu passé, beaucoup de frustration entre ce moment-là et là. En fait, moi, depuis 2000, très tôt, depuis 2005 à peu près, je comprends qu'il faut faire participer au capital de l'entreprise les forces vives. Sauf que je n'ai pas pu le faire. D'accord. Peu importe, je n'étais pas seul, comme tu le sais, j'avais des associés qui n'avaient pas la même vision des choses. Donc je sentais quand même, modérément au début, mais qu'on freinait ce que j'estimais être un bon projet. Je n'avais pas que celui-là comme projet, j'en avais plein. Puis à un moment, il y a eu, je crois, un problème générationnel. Mes associés étaient quand même plus âgés que moi. Et
je crois que le fait qu'il y ait eu un formidable parcours ensemble, c'est une histoire qui était déjà une belle histoire. Mais le fait qu'on passe à une autre phase en 2018, ça a été un renouveau. C'était comme si il y avait un nouveau groupe, une nouvelle entreprise qui se créait. On a compris assez tôt qu'il fallait créer nos propres usines. Je te rappelle quand même que ce n'est pas l'entrée des fonds d'investissement qui m'ont fait diversifier nos activités, puisqu'en 2006 déjà, on avait créé notre propre société de gestion, qui s'est évidemment fortement développée depuis, mais on avait compris un certain nombre de choses. On a été les premiers à faire ça. Le premier courtier d'assurance qui a eu sa propre société de gestion, c'est Groupe Premium. Et en 2018, oui, ça s'est accéléré. Ça a été tu faisais combien de chiffre d'affaires en 2018? On faisait à peu près 25-26 millions de chiffre d'affaires et un EBITDA de 3,8 millions. Et, ce qui est déjà énorme. Et quand tu as fait rentrer à partir de 2018 les premiers fonds, qu'est-ce que tu as remarqué? Et alors, comment est-ce que ça se quantifie pour les auditeurs qui nous écoutent? Est-ce que l'accélération est immédiate? Est-ce que, oui, donc dès la première année, toi en tant que chef d'entreprise, tu constates qu'il y a Pas dès la première année, je crois presque dès les premiers jours. Ok, alors attends, en fait, c'est hyper intéressant. J'ai fait rentrer Montefiore, mais j'avais quand même beaucoup de choses dans le en tête. Ouais. Et on a fait rentrer Montefiore Investment, on s'est associé avec Montefiore Investment en avril 2018. Et en juillet, on a fait notre première croissance externe, 3 mois plus tard. D'accord. Autant te dire que ça ne prend pas 3 mois. Donc, évidemment, moi, j'avais ça en tête. Qui a été évidemment la croissance externe la plus structurante du groupe. On s'est... T'as acheté qui à ce moment-là? Cap Finance. Cap Finance. Cap Finance avec Didier et Laurent Zerbib, des entrepreneurs hors normes. On a changé le groupe ensemble. Il y avait Benoît Jauvert qui était déjà qui dirigeait la partie gestion d'actifs, lui qui était depuis le départ. Emmanuel Bourrier qui dirigeait Prédictis. Et ensuite, on a continué de développer nos usines. On a racheté e-Capital pour la partie produits structurés. La même année? Non, on l'a fait l'année d'après. Non, on l'a fait en 2021, pardon, e-Capital. Okay. Donc, 3 ans plus tard. Donc Euraseo était déjà rentré au capital. Bon, il y a déjà eu un gap colossal, puisque en 2018, l'entreprise était valorisée entre 25 et 30 millions. Il y a eu un deuxième LBO en 2021 où l'entreprise était valorisée à ce moment-là 290 millions. Ah oui. Donc en 3 ans. Oui, en 3 ans, on a décuplé la valeur du groupe. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. C'est-à-dire que là, tu acceptes évidemment de te reluer une première fois et tu fais rentrer donc un premier fonds. Tu te dis. C'est surtout mes associés qui ont vendu leur part. C'est ça, ok. Et moi, une petite partie. Toi, une petite partie. Malheureusement, j'aurais dû les garder à ce moment. Tu as fait ce choix, tu as fait ça donc une deuxième fois. Et là, à ce moment-là, ta place dans le capital du groupe, elle est comment par rapport à avant 2018? Tu te dis, comment est-ce que tu te positionnes? Je deviens président du groupe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis là, surtout, en fait, ce qui change absolument tout, c'est que je suis en adéquation totale. Avec tes nouveaux associés. Mais oui, parce qu'en fait, un fonds d'investissement, contrairement à un industriel qui rentre, un industriel a une stratégie qu'il veut déployer. Le fonds d'investissement, c'est exactement l'inverse. Tu lui proposes une stratégie à laquelle il adhère ou non. S'il n'adhère pas, il ne vient pas. S'il adhère, il te laisse faire. Il ne faut pas changer de stratégie entre-temps, mais à partir du moment où tu es assez clairvoyant, tu fais évoluer les choses. Mais si tu es clairvoyant, tu appliques ta stratégie. Et là, c'est extraordinaire parce que, en fait, j'ai eu l'impression, moi, d'être un coureur cycliste qu'on retenait un peu par le maillot. Ouais. C'est vraiment une idée qui m'obsédait, j'en faisais même des cauchemars parfois. Et tout d'un coup, c'est même pas que ça a lâché, c'est qu'on m'a poussé dans le dos. Et là, évidemment, il y a ce qu'on appelle réellement une libération des énergies, qui a été décuplée aussi par le fait, mais vraiment décuplée,
que ce n'est pas les fonds d'investissement qui me poussaient, c'est tout le monde. Parce qu'il y avait au début 70, puis 700. On est allé jusqu'à 700. Aujourd'hui, il y a 700 personnes physiques qui sont actionnaires du groupe. Et tout le monde te pousse. Parce que tout le monde est chez soi, en fait. Ils sont dans leur entreprise. Et ce qui change complètement la donne. Ça change absolument toute la donne. Donc là, il y a eu cet alignement des planètes. Une stratégie qui est claire, qu'on déroule, une motivation complètement folle, des fonds d'investissement qui suivent, un partage, attention, hein, les fonds d'investissement sont très différents. Moi, je dis très souvent que je suis un enfant gâté du private equity, ce qui est vrai. J'ai eu des fonds extraordinaires au capital. Montefiore, avec qui on a tout construit. Bien sûr. C'est toi qui les as choisis, les fonds? Alors, d'abord, il y a des process, et puis ensuite, bah oui, forcément, il y a des affinités ou non. Bien sûr. Et puis, je crois qu'on se choisit mutuellement, en fait. C'est ça, ou ils sont venus te draguer aussi. On se choisit mutuellement. C'est pas qu'une histoire d'affinité, c'est aussi une histoire de projet. Voilà, donc et avec Montefiore, on a tout construit, on a restructuré totalement le groupe. Avec Eurazeo qui est arrivé, qui est un fonds exceptionnel également. Donc on a continué de développer avec un fonds qui était... les deux se comportent complètement différemment. Hein. Les personnalités ne sont pas les mêmes. D'abord, que ce soit Eric Bismuth, Hugo Maillot ou alors Pierre Ménien chez Eurazeo, sont des personnalités différentes. Mais avec Eurazeo, on a extraordinairement développé aussi, puisqu'on est passé en 2 ans cette fois, non pas en 3, mais d'une valorisation de 290 millions à 2 ans plus tard, 1,150 milliard. Et c'est à ce moment-là que Blackstone est rentré au capital, où là, là en revanche, c'est fantastique, mais vraiment fantastique. L'association des trois est dingue. La cohabitation des trois. Tu sais, on s'entend bien. Mais je pense que nos résultats font que vous entendiez très bien. C'est une belle histoire. C'est même pas une belle histoire, c'est une histoire qui n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. C'est même pas une question de secteur ou de. Cette aventure, elle est unique. Elle est unique. Ouais. Elle est unique. Elle est incroyable. C'est dingue de pouvoir vivre ça. Et alors, comment ça se passe en amont? Est-ce que quand tu repères une cible, est-ce que c'est toi qui repères les cibles? Est-ce que c'est toi qui... D'accord. C'est jamais les fonds... Enfin... Tu as une boutique de M&A avec qui tu travailles, peut-être? Je crois qu'il y a sur les... On a, je crois, 58 ou 59 sociétés dans le groupe. Donc, sur les 59 sociétés, toi, tu en as fondé... Sur les 59, il y en a peut-être 2 qui m'ont été amenés, ouais, qu'on m'a présenté par les fonds. Okay. En revanche, donc tout vient de nous. Oui, c'est ça. On peut toi, tu as tout 95% des deals sont sourcés par soit mon service M&A, soit moi-même, soit mes associés, soit, enfin voilà, on est tous à aller chercher des deals et puis après on fait le tri. Bon. Et alors, comment tu fais le tri? Tu regardes que les bidas? Comment est-ce que tu regardes le cash? Tu regardes... Non, mais je te dis un petit peu toutes les choses. Tu regardes dans les yeux? Je regarde dans les yeux. C'est vrai? Voilà ce que je fais. Ça, c'est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Ouais. C'est J'étais encore hier à Madrid pour... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le parcours et la motivation de la personne qui est en face de moi. Je ne cherche pas quelqu'un avec qui je vais partir en week-end ou avec qui... C'est pas une bande de potes. Ouais. Même si j'ai beaucoup de... Même si tu as des bonnes affinités avec tes... Même des amis. C'est ça. C'est pas ce que je recherche. D'abord, souvent, je recherche des gens complémentaires, enfin, différents de moi, mais avec un ADN commun, très axé sur l'humain. Moi, c'est extrêmement important pour moi. Je ne pourrais pas passer 5 ans avec des personnes avec qui je vais être en conflit. Je déteste le conflit. Donc, j'ai passé l'âge et puis, j'ai pas besoin. 90% de notre croissance, elle est organique. Donc, si je fais des croissances externes, c'est que du plus, et voilà.
Ce qui m'intéresse, c'est de voir, il y a des groupes dans notre secteur ou dans d'autres secteurs d'ailleurs qui vont faire des acquisitions où ils vont prendre la main sur tout. C'est ça. Nous, c'est exactement l'inverse. Nous, on va s'associer avec des personnes et les laisser à la tête de leur structure, mais on va développer ensemble. On va faire en sorte que 1 + 1 = 3. C'est ça. Vous êtes majoritaire quand vous rentrez Toujours. dans les... Ok. On rentre jamais si on n'est pas majoritaire, mais on rentre jamais à 100%. D'accord, Ça ne nous intéresse pas non plus. bien sûr. Moi, je veux que la personne continue d'être motivée et je veux développer très fortement. Oui. Cap Finance, quand on est rentré, faisait 3 millions d'EBITDA. D'accord. Ah, sympathique. On a déjà. multiplié par 25 l'EBITDA en 7 ans. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime faire, évidemment. Bon, ça, tout le monde aime le faire, mais c'est ce qu'on a. C'est ça, en fait. C'est un peu ça, votre mécanique Ouais. et votre règle Et donc, de l'humain développement. d'abord. Mm. Bon, l'EBITDA, on regarde la croissance, mais c'est Et pas. tu regardes comment tu Je peux préfère- faire croître. J'en discutais avec un gars exceptionnel qui s'appelle Lionel Hassan, qui est un des co-heads de Blackstone Monde, co-head des investissements. Et en fait, je lui disais, écoute, tous tes systèmes d'audit, de VDD, de machin, c'est bien, mais franchement, à la fin, ce qui compte, c'est l'humain. Mm, mm, mm. Mais il m'a dit, mais tu as tellement raison. Ouais. Il m'a dit, l'essentiel dans une boîte, c'est le management. Je préfère investir dans une boîte moyenne avec un management exceptionnel que dans une boîte exceptionnelle avec un management moyen. Ça, c'est hyper intéressant. Ça t'est déjà arrivé, tu as déjà l'exemple d'une boîte des 59 sociétés qui constituent ton groupe, où tu t'es dit, pour l'instant, c'est pas exceptionnel, mais je sais qu'eux, ils vont réussir à faire monter les bidas, et ça s'est passé. Toutes, presque. Hein? Quasiment toutes, en fait. Ah oui, d'accord. Non, mais je veux dire, toutes avaient été attractives, mais Oui, donc à elles étaient chaque quand fois, même je un me peu suis dit, attractives. Ouais, ouais. cette boîte a une capacité. En fait, à chaque fois, je me suis dit, l'association, Va faire décupler. exactement. Si je me dis pas ça, je fais pas. Voilà, donc c'est Si ça. c'est juste pour faire 1 + 1 = 2, ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé 2 fois sur 58 où, franchement, Ça va. je me suis planté. Enfin, je veux dire, si c'est à refaire, je le refais pas. OK. Et sur les 58 ou 59 sociétés, combien tu en as cofondé? Enfin, combien tu n'as... Enfin, du coup, on saura combien tu en as acheté. Ah ouais, alors ça, c'est une. Je pense qu'on en a peut-être une dizaine dans le groupe qu'on a fondé. OK. Mais attention, Bah, tu as quand même acheté oui, mais. près de 50 sociétés. Oui, oui, mais pas tout à fait. Un peu moins, parce qu'il y a les sociétés Ouais. qui ont racheté elles-mêmes des sociétés. C'est pas moi en direct. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que la croissance organique, la croissance externe. Oui. Une croissance externe, c'est quand tu achètes une boîte, donc tu fais un état des lieux au 1er janvier, au 31 décembre, tu as acheté des sociétés. Ça, c'est de la croissance externe. Non. Le 1er janvier de l'année d'après, la boîte que tu as rachetée ou les boîtes que tu as rachetées, là, ça devient de l'organique. C'est toi qui développes. Là, c'est de l'organique. Et c'est en ça qu'on fait 90% de notre croissance de façon organique. C'est les boîtes qu'on rachète Qui elles-mêmes. que je ne compte pas dans la croissance organique, puisque c'est quelque chose que j'ai payé, qui elles-mêmes se développent. C'est ça. Et en fait, notre magie, elle est là. Moi, le maître mot chez moi, quand je fais du M&A, c'est les synergies. Ah, voilà. Donc là, tu es en process d'intégration horizontale. Tu Oui. vas vraiment chercher toutes les exactement. synergies. Et donc, tu vas chercher à être aussi le consolidateur de ton Bien marché. sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire consolidateur pour ceux qui nous Ça veut dire écoutent que tu agrèges, enfin, tu vas aller. Alors, Tu vas- mes principaux concurrents, on est 4 ou 5 à peu près, être ce qu'on appelle des grosses plateformes du marché de la gestion de patrimoine en France. 90, voire 90% de leur croissance est externe. Ah, Donc, toute leur croissance, moi, je suis à l'opposé. à l'opposé complet. Donc 90% de ma croissance est organique. Donc eux sont obligés de faire des deals. S'ils ne font pas de deals, ils ne font pas de croissance. Moi, je n'ai pas besoin de faire des deals. Donc je suis très sélectif, d'abord sur l'humain,
sur le projet. Et puis évidemment, sur la qualité de la boîte. Enfin, je veux dire, nous, on ne fait pas de redressement. On ne va pas acheter une boîte qui va mal. Ah oui. Non, ça ne nous intéresse pas du tout. On va acheter des boîtes qui vont bien pour encore mieux les développer. Mais vu que ton marché est quand même assez fragmenté, il y a beaucoup de CGP, Est-ce que la consolidation n'était pas inévitable au final? Est-ce que c'est pas... Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'on a été aussi, il ne faut pas non plus... c'est pas que notre capacité à développer notre motivation et notre machin. C'est aussi le fait qu'on était au bon endroit au bon moment. Ça joue aussi. Évidemment. Aujourd'hui, je ne connais pas un secteur mieux valorisé et qui suscite plus d'engouement que l'épargne, la gestion de patrimoine, à part peut-être les softwares. Voilà, mais sinon, c'est les deux secteurs, les deux secteurs phares des fonds d'investissement. Donc je pense qu'on était au bon endroit au bon moment. Mais c'est normal. On a une récurrence, et puis il y a une profondeur de marché qui est très importante. Tu parlais de récurrence, justement, au moment où les planètes ont commencé à s'aligner en 2018 et où tu as commencé à faire rentrer donc, les fonds. Ils ont commencé à être intéressés à partir d'un certain niveau de récurrence. Est-ce que tu considères que tu avais déjà, tu faisais déjà 25 millions de chiffre d'affaires, donc c'était quand même conséquent, mais est-ce qu'un fonds, il te regarde à partir de ce moment-là? Non. Non. Est-ce qu'il y a une règle? Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle. En plus, c'est complètement décorrélé de... Il y a des deals qui se font avec des multiples qui sont incompréhensibles, d'autres deals qui sont où tu te dis ça méritait plus, objectivement. La même boîte peut être valorisée complètement différemment, je suis bien placé pour le savoir. Ouais. Donc, c'est pas du tout... je crois qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de taille. Mais c'est sûr que plus c'est récurrent et plus c'est dérisqué, plus le multiple augmente. Enfin, le multiple va être important. En parlant de multiples importants, c'est quoi le multiple dans ton secteur pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que c'est un multiple de 10 fois l'EBITDA? Est-ce que c'est 5 fois l'EBITDA? Est-ce que c'est 13 fois l'EBITDA? On entend absolument tout. Toi qui es très bien placé. Alors, c'est ni 5 ni 10, donc on est au-dessus. Mais il n'y a pas là non plus. Là aussi, moi, je suis capable de faire une offre à 6 fois l'EBITDA. D'accord. Comme à, je ne vais jamais dépasser le 12 ou 13 fois. Mais bref, ça dépend tellement de la boîte, du management, et puis des perspectives Si une boîte que j'achète est totalement optimisée et que je peux quasiment pas créer de synergie, c'est forcément moins attractif pour moi qu'une boîte où j'ai tout à faire. Et après, à l'inverse, une boîte qui n'est pas du tout structurée, moi, je ne vais pas payer le boulot que je vais faire moi. Hein. C'est ça. C'est ce que je dis tout le temps aux cibles que j'ai. Il me dit, ouais, mais toi, tu vas faire ça, 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 donc ça va valoir tant. Je lui dis, oui, mais ça, c'est mon boulot. Moi, je ne vais pas payer mon boulot. Là, pour l'instant, je paye ton boulot. Je ne paye pas le mien. Donc, là-dessus, je suis très clair. Et j'ai toujours en tête le fait de ne jamais... Il y a des fonds, il y a des groupes qui raisonnent comme ça, qui disent, une fois que j'aurai fait ça, ça va valoir tant, donc j'achète. Mais pardon, mais je ne paye pas mon boulot. Ce n'est pas moi qui paye mon boulot. C'est très intéressant. Quand tu dis les cibles que j'achète, justement, c'est un peu aussi le principe de cet échange sur leverage, c'est de parler donc évidemment d'effet de levier. Les boîtes que tu achètes, comment tu les achètes? Est-ce que tu raisonnes en dette bancaire? Comment est-ce que ça... Alors, on entend de tout. Est-ce que tu fais... Est-ce qu'il y a un mécanisme? Il peut y avoir bien sûr de la dette bancaire. Quand on fait des grosses acquisitions, on a une capacité... Enfin, on a une trésorerie qui est relativement importante, donc on peut y aller fonds propres. On peut payer sur fonds propres. Les fonds d'investissement nous aident énormément dans l'analyse à la fois des dossiers. Pour ça, ça a tout changé. Moi, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait, je le dis clairement. J'ai l'humilité de dire que jamais je n'aurais eu ce parcours et jamais on aurait fait ce qu'on a fait chez Gros Premium sans les fonds d'investissement. Jamais. Entre autres parce qu'ils t'ont donné la ressource, les ressources humaines. Bien sûr. Voilà. Mais en M&A, c'est essentiel. Bien sûr. Le temps, c'est tellement... on consomme tellement de temps à étudier une cible, à l'évaluer, à faire des audits. C'est des mois et des mois et donc, des mois et des si mois. on n'a pas l'aide, moi j'ai un département M&A en interne, mais
oui, je l'ai créé à un moment, mon département M&A, je crois que je l'ai créé fin 2020. Ok. J'ai créé mon département M&A, mais alors évidemment, ils abattent beaucoup de boulot, mais eux-mêmes sollicitent énormément les fonds d'investissement, et je souhaite qu'ils les sollicitent. Bien sûr. C'est aussi ça l'apport des fonds d'investissement. Et que vous soyez en binôme, absolument. Et que vous raisonniez en binôme. C'est hyper intéressant que tu aies internalisé ton département de M&A. En général, C'est un patron de fonds, ouais. un patron de fonds américain qui m'a donné cette idée, qui était, il était vraiment en shortlist à la fin pour rentrer chez Groupe Premium. C'est pas lui qui l'a eu, c'était au moment d'Euraseo, c'est Euraseo qui... Et c'était un gars extraordinairement intelligent qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a dit, mais donc tu utilises quoi? Tu fais j'utilise souvent des banques d'affaires, des machins, et puis, et puis aussi les forces vives des fonds d'investissement avec qui je travaille. Mais il dit, mais pourquoi tu ne crées pas ton département M&A? C'est con comme idée, mais en fait, je ne l'avais pas eu. Bah oui. Et je l'ai fait immédiatement. Je suis sorti du rendez-vous. Je me rappelle, très bien, c'était dans le 8e arrondissement. Je suis sorti du rendez-vous. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Je suis sorti de l'immeuble et j'ai appelé un chasseur de tête. J'ai dit, je veux un patron ou une patronne du M&A. Il se trouve que c'est une patronne du M&A qui avait fait 15 ans chez Rothschild, qui s'appelle Peggy Vandel, qui est rentrée chez moi à ce moment-là. Incroyable. Voilà. Et du coup, cette patronne du M&A, instantanément, donc elle a eu comme tâche, donc c'est quoi le process? Sourcer, déterminer le bon pricing. Oui. Elle fait tout le process et puis elle t'amène en bout de course le dossier sur la table et elle te dit ça, c'est il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Enfin, en tout cas, il faut regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis souvent, on est en désaccord. Hein. Souvent. Pour le coup, et avec les fonds, et avec mon département M&A. Enfin, on n'est pas en désaccord. Si on est dans désaccord violent, on ne le fait pas. Mais si on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, on se challenge. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est quand tu dis pas tout à fait d'accord sur tout, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes mis d'accord. Ouais. J'ai fait beaucoup de croissance externe que les fonds d'investissement n'avaient pas spécialement approuvé. Ouais, j'avais pas d'enthousiasme. Ok. Et je n'ai pas fait des croissances externes qu'ils voulaient absolument faire. Bon, déjà, ça veut dire que c'est quand même toujours toi le décisionnaire. Non. Ça veut dire qu'à un moment, on se nourrit. Je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire dans la prise de décision. Moi, je me nourris de mes associés, des fonds d'investissement, des personnes concernées, en l'occurrence là, le département M&A. Mais je me nourris de tout ça et après, j'ai un avis. Et puis après, oui, il faut qu'il y ait une personne qui tranche. C'est le rôle d'un chef d'entreprise. Donc, il y a un feeling, il y a un instinct, il y a une... Bon. C'est ça, mais c'est hyper intéressant parce que là, on a le contre-coup de ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce qu'on a quand même très souvent l'habitude d'entendre que lorsqu'on fait rentrer un fonds chez soi, on n'est plus du tout chez soi, en fait. Et du coup, on n'a plus du tout le libre arbitre, la décision. C'est faux. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. On me pose la question de la part du capital que j'ai chez Groupe Premium, sur lequel je ne me prononce jamais. Ouais. Mais que ce soit 1 ou 99%, ça n'a aucune importance. Aucune. Ça, c'est n'importe quoi. Tu es donc toujours chez toi. Mais donc évidemment. Voilà, c'est ça. Mais c'est à la fin, c'est moi qui décide. Ils ont une possibilité. Bien sûr. Parce que la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils sont majoritaires. Ils ont une possibilité, c'est de se passer de mes services. Ça, c'est une possibilité qu'ils ont. Mais je ne crois pas que ce soit dans les plans. Mais en dehors de ça, et alors d'abord, jamais je ferai un projet où tout le monde est réfractaire et tout le monde dit franchement là, il ne faut vraiment pas y aller. Je ne le ferai pas. Je respecte beaucoup mes actionnaires comme mes équipes. Si on n'est vraiment pas d'accord, je ne vais pas faire. Mais si on n'est pas tout à fait d'accord et que je suis convaincu qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire, je vais à un moment suivre mon instinct. Et c'est déjà arrivé. Et ça s'est plutôt toujours très bien passé? Non, pas toujours. Il y a je me plante tous les jours. Non, mais c'est vrai. C'est bien de le dire. Non, mais je me plante tous les jours. Tous les jours, je fais des erreurs. Ouais. Mais les seules personnes qui ne font pas d'erreurs, c'est celles qui font rien. C'est celles qui font rien, voilà.
Donc moi, je continue à faire des erreurs, les plus petites possibles, mais c'est comme ça. Est-ce que tu as un process d'onboarding ou d'intégration des cibles que tu achètes? Est-ce qu'il y a des choses qui se font où on se dit, voilà, on va faciliter l'entrée dans le groupe et s'il y a des choses, quelles sont Oui. ces... Ouais. D'abord, encore une fois, pardon de revenir systématiquement là-dessus, mais c'est très important pour nous et c'est vrai, c'est l'ADN du groupe, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre dans le groupe, on l'a fait. Je viens d'une réunion là où on a intégré de nouveaux arrivants, on leur a présenté l'ensemble des personnes de leur écosystème. Parce qu'il y a des silos chez nous, gestion d'actifs, produits structurés, masse affluente, top affluente, gestion de fortune, immobilier maintenant, puisqu'on vient d'acheter PPG, Pierre Premier de Gestion. Donc on leur présente leur écosystème. Avant même l'acquisition, on leur présente les personnes qui peuvent leur apporter de la synergie, qui peuvent créer des synergies. Tout de suite. Pour voir si humainement ça colle. Déjà, si ça colle pas, c'est pas un bon signal pour moi. Il y a des personnes qui sont réfractaires au changement. Bien sûr. J'ai des collaborateurs, on leur dit attends, ta chaise elle est plus là, elle va être là. On a l'impression qu'on a violé leur mère. Bon, c'est ça. Parfois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parfois, c'est très compliqué. Bon, il y a des Pour gens rien. qui adorent le changement. Je fais plutôt partie de celle-là. Moi, j'aime les choses qui évoluent, qui bougent, j'aime l'adaptation, j'aime l'audace. Donc, on fait souvent ça. C'est-à-dire qu'on va leur présenter en amont. Une fois que c'est fait, là, je passe la seconde. Et tout est en place. Enfin, je veux dire, tout est processé. Et justement, ce matin, j'étais dans une réunion où il y a 95% des participants qui ont créé des synergies très importantes, et puis il y en avait 5% qui ne l'avaient pas fait. Et je leur ai dit gentiment, mais fermement. Il va falloir en faire. Non, oui, plus que ça. Oui. Dans les process d'onboarding, on se connaît depuis longtemps, mais surtout, j'adore suivre votre actualité. Je vois qu'il y a des grandes messes, des grandes fêtes, vous réunissez tout le groupe. Je ne sais pas, parfois, j'ai l'impression que vous êtes 1000 sur les photos. Je ne sais pas si c'est... 1500 même, on a fait jusqu'à 1500. Voilà, 1500. Ouais, on est connus pour nos soirées, nos séminaires, nos incentives. Ouais, ça, tu as toujours fait en plus les séminaires. J'ai toujours fait. Je continuerai de le faire le plus longtemps possible, même si on arrive à un âge où c'est de plus en plus dur. Je pars demain matin en séminaire à Miami. Et pour être tout à fait honnête, il y a 10 ans, j'aurais été probablement excité de partir. Je suis très excité de partir, mais moins qu'avant, parce que je sais le niveau de fatigue que ça procure. Oui, c'est ça. Je le sais. Tu reviens, parce que tu donnes beaucoup d'engagement, tu donnes donnes beaucoup de... Et puis voilà, c'est des moments aussi d'échange, mais c'est aussi des moments festifs. C'est extraordinaire pour tes équipes de se dire qu'ils vont passer 6 jours avec le... Je sais pas si c'est toujours extraordinaire pour eux de passer avec Olivier Farouz. Mais manifestement, pour l'instant, ils aiment encore ça, donc il faut en profiter. Un jour, ils n'aimeront plus du tout. Mais pour l'instant, oui. Et puis, alors pour moi, moi, je trouve que c'est fantastique de passer des moments. Parce qu'en fait, quand on passe 3-4 jours avec quelqu'un non-stop, on comprend tout. On comprend tout. C'est tellement malin de faire ça. Parce que, en fait, on peut tromper quelqu'un pendant 2 heures. Ouais. Dans un entretien, on peut tromper quelqu'un. Je me fais berner tous les jours. Mais en 4 jours, c'est impossible. Ça, c'est un très bon conseil. Défie quelqu'un de me berner en passant 4 jours avec moi. C'est impossible. Mais d'ailleurs, l'éducation, la mentalité, la loyauté, tout ça, en 4 jours, les failles. Tu les as cernées. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs c'est un super conseil. Et c'est d'ailleurs des pratiques aussi, tu sais, de célibataire, quand je vais envisager une relation avec une personne, tout de suite, je pars en week-end prolongé avec cette personne. Comme ça, je sais si je vais prolonger les dates ou pas. Au final, ça revient au même parce qu'on arrive à se draguer.
Tu as eu un épisode aussi dans ta vie où tu en parles dans les podcasts. D'ailleurs, j'ai écouté ce podcast, et puis vu qu'on se connaît, tu te doutes que ça m'a beaucoup touchée. Quand tu as des épisodes un peu comme ça de vie, un peu obstacles, un peu compliqués, est-ce que ça change ta relation au risque? Est-ce que ça change ta relation à l'effort? Est-ce que ça change à... Oui, ça change ton relation à l'effort. Ça change tout. Ouais. Mais ça ne change pas ma relation au risque. Je ne suis pas quelqu'un, bizarrement, tout le monde le croit et pourtant c'est tellement faux. Je suis quelqu'un d'extrêmement prudent. Être chef d'entreprise, c'est prendre des risques tous les jours. Mais il faut mesurer ces risques. Je ne prends pas des risques démesurés. Je suis quelqu'un de parfois torturé, c'est-à-dire que je vais me challenger moi-même. Et parfois, je ne dors pas parce que je réfléchis au projet, je me pose 1000 fois la question de savoir si c'est un bon projet, pas un bon projet, j'engage du monde. On a des responsabilités sur les épaules qui sont parfois lourdes. Et je ne prends pas de risques démesurés. Je préfère ne pas faire que de ne pas être convaincu que ça va être positif. Et malgré ça, on se plante parfois. Même en réfléchissant. Après, il ne faut pas trop réfléchir non plus. Moi, j'avais l'habitude de répondre quand on me demandait un business plan que je le ferais une fois que j'aurais monté la boîte. Et c'était vrai. Bon, maintenant, je fais un peu différemment, mais c'était réellement ce que je faisais avant. Donc, il ne faut pas non plus trop réfléchir, parce que sinon, on ne fait jamais rien. En revanche, oui, la maladie, c'est quelque chose qui change quelqu'un. Je crois que le résumé, c'est qu'ensuite on va à l'essentiel. Voilà. J'ai une telle obsession du temps. La seule chose, je le dis à tout le monde, qu'on me prenne des biens matériels, c'est pas très grave. La seule chose qu'il ne faut jamais me voler, c'est du temps. Voilà, il ne faut pas me voler mon temps, il ne faut pas m'en faire perdre. Et je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui me fait perdre du temps. J'ai besoin de personnes extrêmement rapides. Et puis, je n'ai pas une capacité de concentration démesurée. Enfin, je n'arrive pas à rester des heures en réunion. Donc, j'ai besoin de... Alors, oui, ça, la maladie, enfin, les épreuves en général, on va à l'essentiel. Tout change, hein, forcément. Tout change. On comprend qu'on n'a qu'une vie. Bon, c'est sûr. Long. Oui, c'est sûr. L'explication peut être longue et voilà. Mais c'est intéressant de voir que ça n'a pas du tout changé ton rapport au risque, comme tu l'as dit. Mais ça te permet d'aller, voilà. Ça te permet d'aller. Non, ça certainement pas. C'est ça. Je n'ai jamais, d'ailleurs, ça n'a absolument rien changé à ce niveau-là. Je suis toujours prudent. Je crois même que je suis de plus en plus prudent. Parce que quand on n'a rien, on peut prendre tous les risques du monde. Et puis quand on a construit quelque chose qui est solide et on n'a plus envie de prendre... Et d'ailleurs, le risque, il peut être là aussi, hein, c'est de ne plus prendre aucun risque. Exactement. Ça, c'est un risque. Exactement. De ne plus prendre de risque, c'est un risque. Donc ça, j'essaye aussi d'être toujours audacieux, ambitieux, mais pas de risque démesuré. Est-ce que tu dirais que du coup, parce que tu disais, je ne veux pas qu'on me fasse perdre de temps, je trouve que c'est extrêmement vrai. Est-ce que tu dirais que la compétence numéro 1 d'un chef d'entreprise, c'est de bien savoir s'entourer? Est-ce que tu... Ah oui. Alors là, je suis convaincu que d'abord, il y a l'instinct, il y a l'appétit. Sans être un glouton, il faut avoir de l'appétit. Mais il faut savoir s'entourer. Et savoir s'entourer, c'est de s'entourer de personnes qui sont différentes de soi-même. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, j'essaye, je crois qu'il y a un de mes associés qui me ressemble beaucoup, enfin, on se ressemble tous les deux beaucoup, mais tous les autres, on est extrêmement complémentaires. Extrêmement complémentaires. Et alors, aux antipodes parfois, et on s'entend à merveille. Hein. Mais, et puis, en fait, ce que je recherche, c'est des personnes complémentaires, des personnes très différentes, mais toujours avec un point commun, c'est l'ouverture d'esprit.
Ce sont des personnes fermées. D'abord, en général, c'est un synonyme de manque d'intelligence. Et puis, ça veut dire qu'elles vont pas accepter l'autre. Et puis moi, je suis un autre très différent. Donc, si elle ne m'accepte pas, si une personne ne m'aime pas, elle peut pas, voilà, ça ne peut pas bien se passer. Est-ce que t'as un obstacle dont tu as envie de parler, que tu pourrais nous partager, que tu as rencontré sur ces 10, 13, 15 dernières J'en ai plein. années? Des obstacles, j'en ai eu vraiment beaucoup. Et Oui, j'ai pas forcément envie d'en parler. Pardon. Mais, non, mais y a rien sur le sujet du LBO, sur le sujet des fonds, sur le sujet de... S'il y a un obstacle que tu as envie de partager à d'autres entrepreneurs qui nous écoutent, et où tu as envie de dire, faites attention, il y a ce point bloquant, il y a cette erreur qu'il ne faut pas commettre, où il y a Il ne faut pas être comme moi, je pense. Il ne faut pas démesurément croire en l'humain. Il faut croire en l'humain, mais de façon mesurée. Okay. J'ai parfois tendance à me faire embarquer. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très positif. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime les rencontres. J'adore m'ouvrir l'esprit. Et puis quand on... Et parfois, je me fais embarquer. Je me fais embarquer en oubliant la base. C'est quand même qu'il y a des métriques, il y a des chiffres, il y a des... Voilà. Des KPIs. Et je peux me faire embarquer. Ça m'est arrivé. C'est comme ça. Tu es un amoureux de ça. Et donc, tu te laisses avoir par un storytelling sympathique. C'est pas un storytelling. Le storytelling, je m'en fous. D'accord. C'est la personne qui est capable de m'embarquer. Quand j'ai de l'affection pour quelqu'un, quand j'ai trouvé la personne intelligente, intéressante, ou que j'ai une confiance, les personnes qui abusent de toi le plus, ce sont les personnes en qui tu as confiance. Toujours. Et c'est beaucoup plus facile, c'est ce que je dis souvent. Je dis, c'est pas compliqué de faire ce que tu as fait. Exactement, j'avais confiance. Donc c'est pas dur Mais bon. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois sur une boîte avec des personnes en qui j'avais confiance, je les connaissais depuis très longtemps. Et je me suis planté, je me suis fait balader. C'est comme ça. C'est comme ça. On va toucher à la fin de l'épisode. J'avais une dernière question pour toi. Donc, tu faisais avant 2018 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. La création, c'était 1997. Aujourd'hui, quelle est la valo La valo, je ne la connais pas. Ce que je dis tout le temps, le chiffre d'affaires, en tout cas. La valorisation du groupe, c'est ce qu'on veut bien, ce que les autres veulent bien t'en donner. Donc, je ne sais absolument pas. On n'est d'ailleurs pas du tout dans cette phase-là. Ce que je sais, c'est qu'au moment où on a fait notre deal avec Blackstone, on faisait 88 millions d'euros d'EBITDA et 267 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Aujourd'hui, on en fait beaucoup plus. Donc, sans trahir de secret, on dépasse les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. 2026, on a un budget qui est audacieux. Donc voilà, D'accord. Mais la conclusion, en fait, ça c'est à mon avis un vrai point important. Il ne faut jamais construire un groupe, une boîte avec l'argent comme leitmotiv. Il faut construire en fonction de la vision marché qu'on a, avec les hommes et les femmes qui vont constituer ce groupe et qui vont le développer. L'argent et les valorisations, c'est une conséquence de tout ça. Mais ça ne peut pas être le but ultime. Le but ultime, c'est la construction. On a commencé cet épisode en disant que le LBO était le mécanisme un peu connu pour s'enrichir. Avec ton parcours, et je conclue comme ça, quelle est pour toi la vraie définition de la richesse ? La liberté, d'être accompagné des bonnes personnes, de rester toujours extrêmement curieux, audacieux et d'avoir envie.
Je crois que ça, c'est une vraie richesse. Le jour où on n'a plus envie, on s'appauvrit. Je peux rien rajouter après ça. Merci beaucoup, Merci à toi. Olivier. C'était un très, très bel échange, très enrichissant. Plaisir partagé. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite dans un autre épisode de Leverage. Ciao.